Bienvenue à toutes et tous. Nous sommes très heureuses avec le docteur Jacques et puis Sarah qui est à nos côtés de vous accueillir pour cette quatrième conférence en ligne des rendez-vous de résilience. C'est l'occasion de pouvoir interagir avec vous, patientes et patients de notre communauté, et puis de vous permettre d'échanger avec nos experts et expertes des préoccupations et du sujet qui vous animent. Exceptionnellement, aujourd'hui, c'est moi qui vais animer cette conférence. Pour celles et ceux qui ont déjà participé aux précédentes, c'est d'habitude Anne-Sophie qui le fait avec beaucoup de talent. J'espère être à sa hauteur. Anne-Sophie, elle représente la voix du patient chez Résilience, puisque c'est une patiente experte. Moi, je suis Céline Lazor, je me présente, je suis la cofondatrice de Résilience. C'est à la fois mon expérience professionnelle et personnelle qui m'a amenée à créer Résilience il y a 2 ans et demi avec Jonathan, mon associé. Je suis entrepreneur, je suis passionnée de nouvelles technologies. Et moi aussi, comme beaucoup d'entre nous, j'ai croisé le chemin du cancer et de la maladie sur mon chemin en tant qu'aidante, puisqu'il y a une quinzaine d'années, j'ai accompagné dans la maladie un de mes amis d'enfance. Et cette expérience m'a bien sûr beaucoup marquée. Et c'est ainsi que je me suis dit qu'avec mes compétences d'entrepreneur et d'entrepreneur de la tech, on pouvait peut-être, aux côtés d'un hôpital brillant qui est Gustave Roussy, proposer des solutions digitales pour vous permettre d'être mieux soigné. Résilience m'a permis de faire la rencontre de centaines de patientes et patients depuis maintenant 2 ans et demi atteints de cancer et qui souvent vivent la fatigue comme un des effets secondaires les plus importants, les plus récurrents et aussi les plus difficiles à vivre. Comment on en parle à ses proches, comment on en parle au personnel soignant qui nous accompagne, parfois de la culpabilité. Du coup, à mes côtés aujourd'hui, il y a le docteur Jacques, Fanny Jacques, qui est psychiatre chez Résilience. Fanny a travaillé pendant une dizaine d'années en cabinet. Elle est spécialisée dans l'accompagnement des patientes et patients atteints de cancer. Elle a par la suite été entrepreneur dans le digital. Elle a créé une entreprise dans le secteur de la santé mentale et puis elle a rejoint l'année dernière Résilience. On a cette chance de l'avoir à nos côtés pour adresser toutes les problématiques de santé mentale des patients et des patients. Nous avons également Sarah, pour ceux qui ne la connaissent pas. Sarah est là pour modérer vos questions que vous posez dans le chat. Donc, n'hésitez pas. Ensuite, nous y répondrons avec le docteur Jacques. Un petit avertissement avant de démarrer, et puis ensuite, je laisserai le micro à Fanny. Évidemment, aujourd'hui, nous allons parler de la fatigue dans le cadre de la maladie, du cancer. Pas de questions trop personnelles, puisqu'il n'est pas lieu d'adresser des problématiques médicales personnelles. Donc, on est plutôt ici sur une approche générale. Le docteur Jacques n'est pas votre médecin traitant. Voilà, nous vous proposons d'ajouter vos questions directement dans la partie questions-réponses via le bouton Q et R. Je les partagerai à Fanny aussi de notre conversation. Je vais les lire. Si vous le souhaitez, vous pouvez tout simplement cliquer sur le bouton qui permet de lever la main et poser vos questions à voix haute. Il suffira pour cela d'ouvrir votre micro sans ouvrir la caméra. Fanny, je te laisse te présenter et ouvrir la thématique de ce soir. Merci Céline, merci Sarah. Bonsoir à toutes et tous. Déjà, Céline m'a bien présentée et peut-être certaines me connaissent donc maintenant. Donc, en effet, je suis médecin psychiatre. J'ai travaillé pendant une dizaine d'années auprès des patients en oncologie, donc pour travailler sur les soins de support avec une approche qui s'appelle la thérapie comportementale et cognitive, qui est donc une approche finalement assez pratico-pratique des différents problèmes et symptômes que l'on peut rencontrer lorsqu'on est atteint de cancer. Et donc aujourd'hui, on va parler du symptôme de fatigue chronique. Et la fatigue chronique, c'est un des symptômes les plus courants, les plus fréquents pendant et même après la maladie. Je pense qu'il y a environ 75% des patients qui souffrent d'un cancer qui, à un moment donné, vont me rapporter cet effet secondaire-là. Donc déjà, voilà, il faut se rassurer si on se sent vraiment très fatigué. C'est assez normal et classique durant cette maladie. La deuxième chose que je veux vous dire pour présenter, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, c'est pas inéluctable. C'est pas parce qu'on a un cancer que on est fatigué et en gros c'est normal. Tant pis pour moi, je serre les dents et j'attends que ça passe. Bien sûr, il y a une partie de cette fatigue qu'on va pas pouvoir corriger ni traiter. Ça fait partie, hélas,
des symptômes, mais pas toute la fatigue. En fait, la fatigue chronique du cancer, elle est liée à plein de causes. Et du coup, il y a peut-être certaines ficelles sur lesquelles on va pouvoir tirer, notamment évidemment les ficelles un peu plus psychologiques, si on est un peu anxieux, si on est un peu déprimé, si on dort mal, si on se pose des questions, si on ne fait pas assez d'activité, tout ça, ça va augmenter la fatigue. Et donc, nous, en tant que médecins, et c'est ce qu'on va essayer de vous proposer ce soir, c'est de regarder un petit peu quel levier on peut activer, puisque voilà, rassurez-vous, c'est pas 100% de votre fatigue qui peut disparaître, mais en tout cas, on peut mettre le curseur au moins un peu vers un mieux-être avec des petits trucs et astuces tout simples. Et la dernière chose que je voudrais préciser au sujet de la fatigue chronique liée au cancer, vraiment, c'est que c'est très, très différent de la fatigue habituelle. Moi-même, je n'ai pas été malade, mais j'ai vu des centaines de patients et donc je crois que j'ai quand même à peu près senti, j'ai perçu ce que c'était que cette fatigue. Et en fait, c'est vrai que je pense que c'est compliqué, même par rapport aux proches. Quand quelqu'un qui a un cancer dit je suis fatigué, je peux pas, c'est pas du tout comme quelqu'un qui a fait une nuit blanche ou qui sort d'une mauvaise grippe. C'est vraiment une fatigue très différente. Tout d'abord, ça ressemble à aucune autre fatigue. Déjà, la chose un peu bizarre, c'est elle ne cède pas forcément avec le repos. La fatigue classique, quand on se sent fatigué, on va faire une sieste ou on se fait deux bonnes nuits de sommeil ou peut-être plus s'il y a besoin, mais le sommeil est réparateur. La fatigue chronique du cancer, le sommeil n'est hélas pas forcément réparateur. Ça peut l'améliorer, mais ça ne va pas la faire disparaître. Une autre différence, c'est que la fatigue classique, en général, elle se calme quand on diminue notre activité. On se pose une journée sur le canapé et on va se sentir moins fatigué. La fatigue chronique du cancer, c'est presque l'inverse. On en reparlera. Mais quand on diminue notre activité, on peut avoir tendance, comme je suis fatiguée, je ne fais plus rien, et bien en fait, ça va faire stagner, voire empirer votre fatigue. On en reparlera tout à l'heure plus longuement. Et puis enfin, donc c'est pas une fatigue qui s'explique par une cause particulière, elle est vraiment persistante, elle est chronique, et puis elle peut survenir de façon un peu soudaine et un peu pendant n'importe quelle phase de la maladie. Elle n'a pas de logique. Alors, en effet, ça peut être pendant la chimiothérapie, la chirurgie, ce qui peut être logique, mais ça peut aussi arriver plusieurs mois, par exemple, après la maladie. Donc, c'est vrai qu'elle ne suit pas une forme de logique. Et donc, ça, c'était vraiment l'introduction que je voulais vous faire pour vous déculpabiliser, pour vous rassurer. Moi, j'ai vu autant de fatigue que de patients. Donc, c'est vraiment un symptôme à prendre par individu et vraiment essayer de décortiquer toutes les briques qui fait votre fatigue pour essayer de trouver les solutions, parce que c'est vraiment, encore une fois, très différent de la fatigue habituelle. Et je pense que c'est important, si par exemple, même si vous êtes fatigué et que vous avez des aidants qui ne comprennent pas, ça peut être bien de leur faire repasser cette vidéo, au moins l'introduction, pour qu'ils réalisent qu'on n'est pas du tout dans une fatigue de la vie de tous les jours, on va dire. Voilà l'introduction que je voulais vous faire sur ce symptôme. Et je pense qu'on doit commencer à avoir quelques questions. Donc là, on va répondre aux questions. Puis moi, je vais essayer de structurer en gros, comme on fait en thérapie comportementale et cognitive, un petit peu du pourquoi. Et puis aussi un petit peu du comment. Nous, notre objectif avec Céline et Sarah, c'est que vous raccrochiez en ayant quelques conseils pratiques à appliquer dans votre quotidien. Les objectifs de ces conférences, c'est vraiment ça. Et c'est ça que j'ai en tête. Donc, on va vous donner, j'espère, des trucs et astuces, quoi. Merci beaucoup, Fanny. Du coup, je vous propose de vous lire la première question qui a été posée par Paul. Paul nous dit « Je me sens là, un poids sur les épaules depuis l'annonce et l'impression qu'une fatigue immense s'est mise dans ma vie. Depuis quelques semaines que le cancer est entré dans mon quotidien, j'ai beau dormir la nuit et faire des siestes, rien n'y fait, je me sens fatiguée et parfois un peu triste. Que faire ?»
Merci beaucoup, Paul. Justement, voilà, on parlait du pourquoi, des différentes causes de cette fatigue chronique liée au cancer. Et nous, en tant que médecins, on essaie de distinguer finalement les causes physiques, on va dire, des causes psychologiques. Et je pense que vous allez forcément vous reconnaître dans une ou deux des descriptions. Et donc, les causes psychologiques, voilà, on vient d'apprendre qu'on a fait une conférence sur l'annonce de la maladie. On vient d'apprendre qu'on est malade de façon assez grave et que ça va quand même durer plusieurs mois et qu'on va devoir sans doute s'arrêter de travailler, changer ses habitudes, etc. Donc forcément, déjà, les nuits sont moins bonnes, sont moins récupératrices. Bon, là, pas besoin de vous faire de dessin. Si on dort moins bien, on est plus fatigué. Donc ça fait déjà partie des raisons psychologiques. On se fait plus de soucis, on dort moins bien et donc on est un peu plus fatigué. On est anxieux et c'est normal. Après, et dans ce que Paul décrit, on peut avoir même des petits symptômes de dépression. Alors, pas forcément un épisode dépressif complet, mais il faut faire attention. La fatigue, ça peut être un signe de dépression. Et dans la fatigue de la dépression, le ralentissement, en fait, il est vraiment global. On se sent ralenti sur le plan de nos émotions, de notre réflexion. Ce qui différencie aussi la fatigue de la dépression d'une autre fatigue, c'est que dans la fatigue chronique du cancer, par exemple, aller au cinéma, si c'est quelque chose que vous aimez bien faire d'habitude, là, vous n'avez plus le courage d'y aller parce que vous êtes trop fatigué, mais l'envie, elle est toujours là au fond de vous. J'ai envie d'aller au ciné, mais franchement, je ne peux pas, je suis trop fatiguée. La fatigue liée à la dépression, c'est je suis trop fatiguée pour aller au ciné et en plus, ça ne me fait absolument pas envie. La fatigue de la dépression, on a perdu le goût des choses qu'on aime bien d'habitude. Ça, c'est une des choses, quelque chose qui différencie. Donc voilà, c'est important de chercher les causes psychologiques de la fatigue parce que ça, ce sont des causes qui se traitent. La dépression, l'anxiété, le surmenage, parce qu'il y a aussi des patients qui, en fait, ne veulent pas s'arrêter, qui en font trop, et ça peut les fatiguer, et ça, c'est psychologique. Donc, tout ça, les troubles du sommeil, donc les insomnies, tout ça, ça se traite. Donc, il faut bien les distinguer des causes médicales de la fatigue liée au cancer. Donc là, pour répondre à la question de Paul, je pense qu'il faut quand même creuser sur le sujet de peut-être un petit peu d'anxiété, un petit peu de dépression qui viendrait amplifier son symptôme de fatigue. Et puis après, il y a les causes. En deux mots, parce que celles-ci, sans doute, vous les connaissez plus. Il y a les causes vraiment médicales liées à la fatigue. Évidemment, la maladie en elle-même, elle fatigue, parce que ces cellules, en fait, qui se multiplient dans votre corps, elles vont priver le corps d'une forme d'énergie. Donc ça fatigue. Les traitements du cancer fatiguent, que ce soit la radiothérapie, la chimiothérapie, l'hormonothérapie, l'opération, tous les traitements du cancer fatiguent. L'anémie, qui est donc, vous savez, une baisse de globules rouges et qui est très fréquent lié à la maladie et lié au traitement, ça fatigue parce que quand on a moins de globules rouges dans le sang, les organes ne sont plus assez approvisionnés en oxygène. Et l'oxygène, c'est le carburant du corps. Et donc, si on a moins d'oxygène, on est plus fatigué. Donc, ça aussi, c'est une raison de fatigue. Et puis, enfin, il y a tout ce qui est les problèmes d'alimentation. Ça peut fatiguer, on se nourrit moins bien, on a des carences, et puis le rythme de vie qui change. Il faut aller à l'hôpital tôt le matin, il faut faire ses chimiothérapies, il faut être hospitalisé, il faut peut-être continuer un peu de travailler ou pas, faire des allers-retours, des examens complémentaires, c'est invasif. Évidemment, tout ça, ça fatigue. C'est pour ça que je vous disais, il faut vraiment prendre bout par bout tout ce qui peut vous fatiguer et à chaque fois tirer un petit peu les leviers, actionner les bons leviers pour diminuer la fatigue. Donc Paul, regardez un peu du point de vue psychologique et parlez-en avec votre équipe soignante. Je ne sais pas si tu veux... Merci beaucoup, Fanny. Ouais, je ne sais pas si tu veux compléter ou si j'ai manqué des trucs. Non, je crois que ça nous éclaire et puis ça rassure aussi de t'entendre partager ton expérience et le vécu des patients que tu as vus dans ton cabinet pendant de nombreuses années. Je continue à vous lire les questions reçues par mail au préalable quand vous avez été invité à cette conférence. C'est une bonne façon aussi de nous poser des questions, donc n'hésitez pas dans le futur.
Jacqueline nous a écrit c'est comme si ma tête disait quelque chose et que mon corps en disait un autre. Je m'explique. J'ai envie de faire plein de choses, mais mon corps ne suit plus. Faire les courses devient un enfer avec des vagues de fatigue soudaines. Je dois demander à m'asseoir régulièrement. Être au jardin ne me convient plus pour la même raison et jouer aux cartes ou lire un livre devient un effort important. Est-ce que c'est normal? Comment gérer cette fatigue au mieux et me permettre de continuer à pratiquer des activités qui me plaisent? Enfin, à qui en parler? Des médecins aux proches. D'accord. Bon, alors déjà, la bonne nouvelle pour Jacqueline, c'est que, comme je vous le disais tout à l'heure, a priori, Jacqueline, elle a plutôt quand même un bon moral, puisqu'elle, elle continue d'avoir envie d'aller au jardin, je crois, par exemple, ou de faire des choses, mais c'est son corps qui ne suit pas. Donc là, on n'est pas dans des symptômes de dépression, a priori. L'envie est toujours là, mais je comprend tout à fait sa frustration et elle a raison. Les patients, ils me disent souvent ça. Ils ressentent un espèce de décalage entre la tête et le corps, la tête qui veut, mais le corps qui n'y arrive pas. Donc, c'est vraiment, en tout cas, déjà, c'est classique. C'est quelque chose que beaucoup de patients peuvent décrire. C'est tout à fait normal et on en revient un peu à ce qu'on se disait là en introduction. La fatigue chronique du cancer, elle est vraiment mais tellement différente de la fatigue habituelle. Elle peut vraiment vous clouer sur place et vous empêcher de faire quoi que ce soit. Donc, c'est assez normal. Maintenant, ce que je veux dire à Jacqueline, peut-être dans les trucs et astuces, une des premières choses à faire, c'est bien sûr ne pas vous comparer à la Jacqueline d'avant. Et ça, c'est difficile parce qu'il y a de la frustration. Donc, on ne se compare pas à la personne qu'on était quand on était bien portante. Ça reviendra, mais et moi j'ai beaucoup de patients qui me disent ah ça m'énerve. Avant, tous les matins, je passais l'aspirateur partout dans ma maison. Là, j'ai à peine fait le salon que je dois m'écrouler 2 heures sur le canapé. Bon, donc ça, on arrête. On ne se compare pas à ce qu'on faisait avant parce que ça n'est pas comparable. Éventuellement, on se compare, Jacqueline, à ce qu'on a fait hier et à ce qu'on fera demain. Donc, vous vous fixez une liste d'objectifs, de trucs que vous aimez faire. Les objectifs, on commence toujours par ce qu'on aime faire. J'ai envie de relire un livre. J'ai envie de retourner au parc. C'est ce que Jacqueline semble dire. Donc voilà 2 objectifs qu'elle souhaite atteindre. Et ensuite, vous allez vous faire un petit programme. N'oubliez pas que même quand on est très fatigué, il y a un adage que j'aime beaucoup qui dit c'est l'action qui entraîne la motivation et pas l'inverse. Si on attend d'être motivé, surtout avec la fatigue du cancer, pour se mettre à l'action, la motivation ne nous tombera jamais sur le coin du nez, hélas, et on va attendre longtemps. Donc, au début, il faut passer à l'action, même un tout petit peu, et c'est comme ça que la motivation va venir et c'est comme ça qu'un tout petit peu la fatigue va s'améliorer. Donc pour reprendre les 2 exemples de Jacqueline, eh bien elle devrait vraiment saucissonner ces 2 objectifs, l'objectif du jardin et l'objectif du bouquin, de se dire par exemple, je lis 2 pages tous les jours, 5 jours sur 7, la première semaine. Et puis après, je passe à 3 pages. Si j'ai des soucis de mémoire, tous les jours, je m'écris en une ligne ce que j'ai lu pour me faire un petit résumé. Le jardin, le premier jour, je fais que 50 pas, c'est pas grave. Le second jour ou le troisième jour, je me dis que je vais m'en faire 100 ou 150 ou que je vais aller à la boulangerie. Le tout, c'est de se donner des objectifs qui sont atteignables qui sont réalistes pour être contente de soi, parce que si c'est pour se fustiger parce qu'on n'y arrive pas, et vous allez voir que l'action entraînant la motivation, vous allez réussir, Jacqueline, à relire un livre et vous serez même surprise, ça peut paraître bête comme conseil, mais obligez-vous dans un premier temps, ne serait-ce qu'à lire une seule page ou à faire 30 pas et vous allez voir que ça va se débloquer. Vous ne serez pas complètement reposé, mais je suis certaine qu'il y a des choses que vous pouvez réussir à remettre dans votre vie. Ça ne sera pas comme avant, mais vous pouvez y arriver. Merci beaucoup, Fanny. Et du coup, dans la question de Jacqueline, il y avait aussi la question de savoir à qui on s'adresse. Est-ce qu'il y a des médecins spécialisés dans la fatigue induite par les traitements et la maladie? Moi, c'est vrai que dans les différents témoignages de patients et patientes que j'ai pu recueillir sur la fatigue, il y avait aussi se dire, mais est-ce que c'est normal? Est-ce que mon oncologue, il n'est pas déjà submergé par traiter ma maladie? Est-ce que je dois lui parler de cette fatigue? Est-ce qu'il y a des spécialistes? Voilà, à qui s'adresser?
Alors bien sûr, il faut parler de sa fatigue à son oncologue. Après, là où vous avez raison, c'est que déjà c'est un symptôme fréquent, 75% des patients. Donc l'oncologue, même s'il va le prendre en considération, comme c'est un symptôme qui est fréquent, bah, ça ne va pas l'alarmer plus que ça. Il sait que c'est une fatigue qui est vraiment importante et qui est gênante, mais comme je vous le disais, comme il y a plein de causes, c'est pas forcément l'oncologue qui va pouvoir vous donner tous les trucs et astuces. En revanche, ce qu'il peut faire, comme on le disait, première chose à faire, vous en parlez avec l'oncologue et les infirmières et on essaie de distinguer toutes les causes. Est-ce que vous avez une anémie? Est-ce qu'il faut refaire une prise de sang? Est-ce que vous mangez correctement? Est-ce que vous avez des carences en vitamines? Est-ce que vous n'avez pas des problèmes de dépression, d'insomnie, d'anxiété? Est-ce que vous ne faites pas une fonte musculaire, etc. Donc ça, c'est l'oncologue et c'est l'équipe médicale qui vont pouvoir quand même un petit peu regarder toutes les causes de la fatigue. Et après, on va dire que finalement, bah, par cause, il y a un peu un professionnel de santé. Quoi. Pour l'anémie ou pour les carences, enfin pour l'anémie, ça peut être l'oncologue. S'il y a des carences nutritionnelles, eh ben, on peut faire appel à un diététicien ou un nutritionniste. S'il y a des soucis peut-être plus psychologiques, ben, un psychiatre ou un psychologue. Et tout ça mis bout à bout, ça devrait quand même en partie résoudre le problème de la fatigue. Mais comme il est multifactoriel, et ben après, il est multi-intervenant, on va dire. Merci beaucoup, Fanny. Alors, je vais prendre la première question du QNR qui a été posée par Caroline. Bonjour, comment ne pas laisser cette fatigue chronique nous emmener vers une déprime, même si à la base, on avait une joie de vivre sans faille? Merci par avance pour vos astuces. D'accord, merci beaucoup. Céline, tu peux me rappeler le prénom de la patiente? Je n'ai pas entendu. Oui, Caroline, pardon. D'accord. Merci, merci Caroline. Bonsoir. Alors, vous avez raison. C'est très embrouillé cette histoire de fatigue parce que il y a vraiment un espèce d'effet boule de neige. Le fait d'être fatigué peut commencer à miner le moral et du coup ça peut nous déprimer. Et qu'est-ce qu'on a comme symptôme quand on est déprimé? On est fatigué, alors du coup on est encore plus fatigué, etc., etc. C'est pour ça qu'il faut un peu tirer les fils. Et vous avez tout à fait raison. Se sentir trop fatigué, c'est assez déprimant parce qu'on a l'impression qu'on dit non tout le temps à tout, qu'on n'est plus capable. Comme je vous disais, on culpabilise. On a l'impression qu'on ne peut plus rien faire par rapport à avant. Donc, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. On ne culpabilise pas parce que c'est un symptôme qui est parfaitement normal. 2, on l'explique comme je vous l'ai expliqué au début du webinaire à votre entourage. C'est pas la petite fatigue de j'ai fait la fête toute la nuit ou je sors d'une petite grippe. C'est incomparable. Donc, pour qu'ils comprennent bien et que quand vous dites non ou que vous ne pouvez pas, c'est vraiment que vous ne pouvez pas. Et puis, 3, on ne se compare pas à celle qu'on était avant pour éviter de culpabiliser. Et puis donc ensuite, pour ne pas déprimer, moi ce que je propose, c'est vraiment de vous fixer, parce que je sais, enfin vous en êtes capable, c'est certain, des toutes petites choses. Vous prenez la première des choses peut-être à faire, c'est se tenir ce qu'on appelle un agenda du niveau d'énergie. Observez votre fatigue pendant 8-10 jours. Tous les jours, à partir du moment où vous vous levez, vous notez à quelle heure je me suis levée et à combien je me sens en énergie entre 0 et 10. 10, c'est une énergie comme vous aviez avant, pleine d'énergie. 0, vous êtes au ras des pâquerettes. Vous notez ça le matin, je suis à 5 ou à 6. Vous écrivez ce que vous avez fait de votre matinée. Vous écrivez aussi éventuellement ce que vous mangez. Et puis, vous réévaluez régulièrement votre niveau d'énergie. Le midi, à combien je suis, l'après-midi, puis le soir. Et puis, combien j'ai dormi. Première phase, on s'observe en fait. Et puis, une fois que vous vous serez observé, vous allez vous rendre compte qu'il y a quand même des moments où votre énergie dans la journée, elle est un petit peu meilleure. Et qu'il y a aussi des choses que vous faites et qui ne sont pas bonnes à faire. Peut-être si vous avez trop mangé le midi, après ça vous met un gros coup de mou, ou peut-être que de vous allonger trop longtemps dans le canapé, en fait, c'est pas bon et que vous allez voir que votre niveau d'énergie baisse. En tout cas, voilà, observez-vous bien et ensuite regardez comment adapter votre agenda à votre agenda de niveau d'énergie. Regardez bien les plages que vous avez dans la journée où vous pouvez glisser des activités parce que là vous avez l'air mieux. Regardez si parfois dormir trop, c'est pas une bonne chose. Il faut essayer de dormir comme on dormait avant. C'est pas parce qu'on dort 12 heures par jour avec le cancer qu'on va être moins fatigué dans la journée. Ça peut même être l'inverse. N'oubliez pas qu'il faut faire un petit peu d'activité physique, ne serait-ce qu'un petit peu marcher. Moins on fait d'activité,
plus il y a une fonte musculaire et plus on est fatigué. Donc, essayez comme ça d'identifier des moments dans votre agenda. Et ensuite, comme je vous disais, vous vous fixez une liste d'objectifs, pas des objectifs de trucs chiants, genre remplir la feuille d'imposition et ranger mes papiers et la cuisine. Non, d'abord, on commence par des objectifs de trucs sympas. Qu'est-ce que vous aimiez faire avant et ça vous frustre parce que vous n'arrivez plus à le faire? Lire un bouquin, marcher, voir une expo, aller au ciné, c'est ça vos premiers objectifs, des objectifs sympas. Et ensuite, vous voulez couper, vous vous fixez des petits challenges. Voilà, et pas des trucs trop long terme, parce que sinon, c'est pareil, on déprime. Si jamais c'est un truc qu'on va pouvoir réussir dans un mois, c'est pas la peine. Vous fixez des petits objectifs hebdomadaires. Et le matin, en même temps que votre niveau d'énergie, eh ben, vous vous remplissez votre petit carnet de petites choses à faire. Et puis, dès que vous y arrivez, bien sûr, vous vous félicitez en vous récompensant d'une façon ou d'une autre. Euh, ça, j'ai confiance en vous, vous allez trouver des trucs. Mais voilà. Et en fait, en structurant comme ça, en ayant un rythme, en mettant des habitudes en place, vous allez voir que, un, ça va vous donner l'impression d'être moins fatigué, et deux, ça structure beaucoup et donc ça empêche de déprimer. Dernier conseil pendant que j'y pense, s'habiller avec des couleurs vives. Ça peut paraître tout bête, mais ça marche assez bien pour se sentir moins fatigué. Merci beaucoup, Fanny. Il y a plein de conseils pratiques qui peuvent être faciles à mettre en place. Donc, je crois que ça donne du baume au cœur. Tu as parlé des proches et tu disais il faut partager cette fatigue à ses proches, leur expliquer. Je me permets une petite recommandation sur l'application de résilience que les patientes et patients qui nous écoutent ont sûrement téléchargée. Il y a une bibliothèque de contenu. Et si bien sûr, eux connaissent bien la fatigue induite par la maladie, par les traitements et que faire, ils peuvent aussi proposer à leurs proches de lire ou visionner les vidéos qui relatent et expliquent le phénomène de la fatigue. Et ça leur permettra aussi de bien comprendre ce que vous vivez et d'être mieux informés et éduqués et donc de mieux comprendre quel est votre quotidien sans que vous ayez forcément à le répéter, ce qui parfois semble être aussi assez difficile pour les patients et patientes, c'est ce rôle d'ambassadeur presque de la maladie qui, voilà, non seulement il faut soi-même recevoir l'information, puis ensuite il faut la donner à son entourage. Ça aussi, ça peut être assez fatigant. Donc, transmettez-leur votre téléphone et puis comme ça, ils regardent les contenus. Alors, je continue à lire les différentes questions que nous avons. C'est une question de Sandrine qui nous dit « Bonjour, les médecines douces, comme par exemple l'acupuncture, la méditation et le yoga, peuvent-ils nous aider et est-ce que vous les recommandez, docteur Jacques ?» Bonsoir Sandrine. Donc oui, tout à fait. Alors, le petit bémol que je mets, c'est que il n'y a pas de validation scientifique d'études cliniques sur ces méthodes-là. Par rapport à la fatigue, je parle, hein, sur le symptôme fatigue. Mais en pratique, on voit que ça fonctionne. Donc là, c'est pareil, il faut essayer aussi. En fait, c'est comme si vous aviez une boîte à outils. Il faut piocher dans la boîte à outils et regarder ce qui fonctionne. Mais moi, voilà, la théorie, il n'y a pas d'étude clinique validée scientifiquement qui dit le yoga fonctionne super bien sur la fatigue, par exemple. Mais en pratique, j'ai vu plein de patients faire du yoga, méditer, faire de l'acupuncture et se sentir moins fatigué. Donc moi, je le recommande. Vous essayez et peut-être que ce qui conviendra tout à fait à Sandrine n'ira pas du tout à Caroline, parce qu'encore une fois, ça dépend aussi du type de fatigue. Mais alors, par exemple, si c'est en partie une fatigue liée à des troubles du sommeil, parce que vous dormez mal, alors là, clairement, la méditation de pleine conscience en fin de journée, elle peut avoir du sens. L'acupuncture, même l'ostéopathie, ça peut aussi fonctionner pour les troubles du sommeil. Et puis, il y a des exercices de yoga, de méditation, de relaxation, de respiration qu'on fait à la fois le soir pour s'endormir, mais aussi la journée pour retrouver de l'énergie et pour garder de l'énergie. C'est pas que pour dormir et être zen, la méditation ou le yoga, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. C'est aussi pour se booster. Donc, de toute façon, vous y piocherez forcément des choses positives. Si votre centre de soins ou si vous avez la possibilité de pratiquer, honnêtement, essayez.
ce que je peux vous dire, c'est qu'au pire, ça ne fonctionne pas, mais ça ne peut pas vous faire du mal sur votre fatigue. Et de toute façon, c'est une bonne pratique pour la vie du quotidien, hein, la méditation ou le yoga. Tu connais bien, toi, Céline, donc je pense que tu peux acquiescer. Enfin, tu es d'accord, j'imagine. Oui, oui, alors c'est vrai qu'avec Résilience, on propose différents programmes. Sur l'application, vous pouvez trouver un programme de méditation qui est gratuit et qui est accessible à toutes et tous, qui dure plusieurs semaines et qui effectivement embarque dans une aventure qui n'est pas qu'une aventure pour trouver le calme intérieur, mais aussi, comme tu le disais, pour retrouver de l'énergie et qui n'est pas destinée aux experts de la méditation, qui est destinée à toutes et tous. On a eu des retours extrêmement positifs puisqu'on a 100% des patientes et des patients qui ont participé jusqu'à présent au programme de méditation qui existe maintenant depuis 1 an et demi, le recommandent à leurs proches. Donc, il y a beaucoup d'enthousiasme. Il y a un programme d'activité physique adapté qui peut être accessible aux patients et patientes dont l'équipe de soins donne l'accord pour la mise en place de celui-ci parce que, comme tu le disais, en fait, faire du sport ou en tout cas une activité physique adaptée à son état de santé, c'est aussi se remettre en marche et essayer de reprendre voilà, le dessus sur cette fatigue. Il y a un programme de yoga et effectivement, le yoga apporte aussi à la fois un bien-être physique et puis un bien-être moral. Et puis enfin, peut-être, tu parleras tout à l'heure des thérapies brèves que tu développes pour Résilience. Voilà, mais donc, en effet, pour répondre à la question, sur le symptôme vraiment fatigue, strict, les programmes qu'on a développés, c'est pas que sur la fatigue, c'est sur le bien-être de façon générale, mais moi, je pense que ça mérite d'être essayé en tout cas. Merci beaucoup, Fanny. Alors, on va reprendre deux questions qui sont celles de Sandrine et Isabelle, qui se croisent un petit peu. Donc, je vous lis les deux. Non, pardon, de Nadine et Isabelle. Excusez-moi pour la confusion. Donc, Nadine me disait, bonjour, pour ma part, je ressens la fatigue tout particulièrement au niveau des jambes, des genoux. Je peux beaucoup moins marcher et faire des balades. Et quant à Isabelle, elle me disait, bonjour, je suis souvent fatiguée, notamment avec un essoufflement. Si je fais une activité un peu plus poussée, marche, je bouge, est-ce normal? Voilà. Donc, est-ce que la fatigue, Fanny, on la ressent dans tout son corps? Est-ce qu'il y a des zones spécifiques? Est-ce que c'est normal et qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, pas facile pour moi de répondre à ces questions qui sont un peu plus personnel, on va dire. Et là, moi, je ne suis pas oncologue, donc j'ai besoin d'en savoir plus sur les traitements des personnes, etc. Et donc là, c'est pas le lieu. Mais en tout cas, oui, en fonction déjà du type de cancer et des traitements et des différentes prises en charge, on peut ressentir une fatigue différente dans son corps. Par exemple, en effet, ce que est très bien décrit, la fatigue des membres inférieurs, comme ça, un peu comme ce qu'on appelle aussi le syndrome des jambes sans repos la nuit. Et ben, on peut aussi avoir ça la journée, cette sensation bizarre d'avoir un peu les jambes en mousse, les jambes en coton, qu'on se fatigue très vite. Et puis pareil, autre symptôme, l'essoufflement. Bon, en ce qui concerne l'essoufflement, mais il faut vraiment en parler avec votre équipe soignante, évidemment, bien faire attention à tout ce qui est cardiaque, pulmonaire, repasser échographie, scanner, etc., pour être sûr qu'il n'y a pas de raison médicale à l'essoufflement. Mais oui, en tout cas, les traitements, ils peuvent donner une forme de fatigue qui va finalement toucher une partie du corps, si j'ose dire. Ma recommandation sur les deux sujets, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment surtout de ne pas arrêter de faire de l'activité physique pour autant, parce que vraiment, il y a ce qu'on appelle le syndrome de déconditionnement, j'insiste là-dessus. Le déconditionnement, c'est que finalement, plus on est fatigué, plus on a tendance à ne rien faire avec le cancer, mais les muscles, du coup, vont très vite fondre et du coup, et ben, plus les muscles fondent et moins ils fonctionnent bien, et plus quand du coup on essaye de se remettre en mouvement, et ben, on n'y arrive pas. Et c'est un vrai cercle infernal, et c'est ça ce qu'on appelle le déconditionnement. Je ne sais pas d'ailleurs si vous avez déjà essayé. Si du matin au soir, vous restez allongé sur votre canapé à regarder une série, je ne suis pas sûre que le soir, vous vous sentiez plein ou pleine d'énergie, super en forme et super reposé. Probablement pas. Si vous faites une sieste ou que vous vous reposez à un moment et que à un moment donné d'autres, vous allez un peu vous obliger à prendre l'air, à marcher jusqu'au parc, etc.,
et ben finalement, probablement, vous allez vous sentir un petit peu plus en forme. Donc, c'est pour vous montrer concrètement qu'un excès de repos dans la fatigue du cancer, c'est pas bon, c'est même contre-productif. Donc, même quand on a les jambes en mousse ou même quand on est essoufflé, sauf si contre-indication médicale, il faut quand même faire un petit peu d'activité physique en l'adaptant. Donc, il ne faut pas trop en faire. Si avant vous alliez chercher les enfants à l'école, c'est pas obligé de là arriver à le faire. Vous pouvez faire peut-être que la moitié du chemin et puis vous dire le lendemain, j'en ferai les 3/4 et la semaine d'après, etc. Et vos jambes, elles vont reprendre des forces et votre essoufflement, il va aussi commencer à s'habituer finalement. Mais il faut vraiment faire des petits objectifs et le découper en petites tranches de saucisson, comme je dis toujours. Merci beaucoup, Fanny. On avait une question par mail de Noémie qui nous dit: depuis mon cancer, j'ai de fortes insomnies la nuit, ce qui augmente ma fatigue et c'est un vrai cercle vicieux. Que faire? J'ai pas, excuse-moi, ça a coupé, Céline. Insomnie, Alors, c'est oui, c'est Noémie qui nous disait: j'ai de fortes insomnies, ce qui augmente ma fatigue et donc c'est un vrai cercle vicieux. Qu'est-ce que je peux faire? d'accord. Alors oui, évidemment, ça c'est le gros problème de l'insomnie. Plus plus on se dit qu'il faut qu'on dorme et plus on n'arrive pas à dormir. Il y a une citation qui dit que il faudrait, pour aller se coucher, il faut se déshabiller, mais il faudrait aussi réussir à se déshabiller de ses pensées en fait, pour pouvoir bien dormir. Plus on se couche en se disant faut que je dorme, faut que je dorme, et évidemment, moins on dort, je pense qu'on a tous connu ça, sauf que quand on a un cancer, qu'on est déjà très fatigué, eh ben, ces insomnies, elles deviennent assez difficiles à supporter. Donc, Noémie, on en parlera à la fin, mais on est en train de construire un programme de thérapie brève, à la fois sur la fatigue du cancer et à la fois sur les troubles du sommeil. Un programme qui dure 7 semaines, dont 2 semaines sont consacrées à l'insomnie. Donc, dans ce programme qui va sortir à peu près au mois de janvier, on y reviendra. Il y aura vraiment plein de conseils parce que là, la question est vaste sur le sommeil. En tout cas, ce qu'il faut faire sur un plan psychologique, il faut essayer, dans la mesure du possible, de se mettre en condition psychologique pour bien dormir. Donc, on se déshabille de ses pensées. Donc, le soir, on fait un truc cool. On écoute de la musique, on lit un livre, on se détend. On ne commence pas à parler de la to-do list de ce qu'on doit faire demain, ni de tout ce qui nous préoccupe. Si on a des préoccupations, on les note sur un carnet. Une fois qu'elles sont sur le papier, on les oublie, elles ne sont plus dans notre tête. Et puis, une autre recommandation assez importante, on va se coucher quand on est fatigué. Quand on sent le signe, les signaux de sommeil. Ça peut paraître bête, mais nous, on est beaucoup conditionnés à se dire, faut que je dorme 8 heures, faut qu'à 23 heures, je sois au lit. Et du coup, on va se coucher à 23 heures, alors qu'en fait, on n'a pas les symptômes de sommeil qui sont encore venus. Et c'est très important de se coucher que quand on est fatigué, parce qu'il faut que le cerveau assimile le lit au sommeil. Si vous vous couchez sans être fatigué et que vous vous tournez comme une toupie pendant 1 heure avant de trouver le sommeil, et ben votre cerveau ne va pas associer votre lit à votre sommeil. Donc, vous vous couchez que quand vous êtes fatigué, Noémie, même s'il est 1 heure ou 2 du matin, c'est pas grave. Si vous vous réveillez pendant la nuit, même topo. On dit toujours qu'il ne faut pas rester plus de 20 minutes dans son lit en étant réveillé. Quand on fait des insomnies, je ne dis pas les bons dormeurs, ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent, ils peuvent rester au lit, mais quand on fait des insomnies, on reste pas plus que 20 minutes dans son lit. Donc la nuit, si vous vous réveillez et que vous faites la toupie pendant 20 minutes, vous vous relevez, vous allez faire une activité apaisante avec des lumières indirectes, pas l'ordinateur tout près du nez pendant des heures à regarder sur Internet, mais un truc cool. Vous lisez votre livre, vous écoutez un petit peu de la musique et vous retournez vous coucher seulement quand vous êtes de nouveau épuisé, que vous sentez les symptômes, les yeux qui piquent, les bâillements, l'engourdissement, les symptômes de sommeil qui reviennent. Voilà, ça c'est vraiment important. On ne reste pas longtemps au lit sans dormir, on se couche que quand on est fatigué, on dépose tous nos soucis sur le papier, on finit par une activité agréable, pas de thé, pas de café, pas de sport le soir, une atmosphère plutôt tamisée, fraîche, mais bon, je pense que tout ça, vous le savez. Et on dédramatise l'insomnie, parce qu'en fait, pardon, je vais dire un gros mot, mais c'est chiant, mais c'est pas grave. Et plus on arrive à se dire ça,
que oui, c'est vraiment chiant de ne pas dormir, mais c'est pas grave. Vous pouvez pas mourir de ne pas avoir dormi de la nuit. C'est juste très, très désagréable. Déjà, en vous disant ça, et en n'étant pas dans l'injonction de sommeil de je dois dormir, je dois dormir, je dois dormir, vous allez un petit peu changer votre état d'esprit et votre sommeil viendra plus facilement. Si vraiment c'est un vrai problème l'insomnie, il faut en parler avec l'équipe soignante. Il y a des médecins qui existent, des médecins pour les troubles du sommeil, des psychiatres, des psychologues qui sont spécialisés sur les troubles du sommeil. Donc si c'est vraiment trop préoccupant et que vous ne vous en sortez pas seul, il faut demander des conseils médicaux. Merci Fanny. Est-ce que tu peux nous partager quelques astuces, par exemple, lorsqu'on a une insomnie, que faire peut-être? Est-ce que tu as 2, 3 conseils précieux? Alors, quand on a une insomnie, comme je vous le disais, déjà, on se lève, on attend, au bout d'une vingtaine de minutes, on se lève, on ne tourne pas comme une toupie. On met aussi un petit carnet à côté de soi, et si on a des pensées, parce que évidemment, il y a une autre situation que j'aime beaucoup de Paul Éluard, je crois, qui dit quelles sont noires les pensées des nuits blanches. Évidemment, quand on commence à pas dormir, on va pas penser aux trucs les plus cool de la terre, et donc c'est le cercle vicieux de on n'arrive pas à dormir. Du coup, on couche sur le papier ses pensées, ça va aider à se rendormir. En plus, souvent, le lendemain matin, vous verrez que vous regarderez, vous vous direz, oh là là, j'ai quand même peut-être un peu exagéré. Donc, on écrit, on se lève, on peut faire tout ce qui est un petit peu comportemental. Moi, par exemple, mon astuce, c'est je fais des petits bacs. C'est la façon un peu plus moderne que le comptage de moutons. Une ville qui commence par A, un prénom masculin qui commence par B, un métier qui commence par C, et c'est tout bête, mais en fait, c'est juste que ça focalise votre cerveau sur quelque chose de très simple, ça vous évite de penser, et donc ça vous aide à vous rendormir. Donc ça, c'est une bonne astuce. Il existe aussi des exercices de méditation, de respiration. Il y a la respiration en 4-7-8, par exemple, qui est assez connue, que je ne peux pas détailler là, mais que vous trouverez dans le programme de thérapie comportementale et cognitive sur le sommeil. La respiration en 4-7-8. Donc voilà, il y a plein d'exercices de respiration, de relaxation, de méditation que vous pouvez aussi trouver pour vous aider à vous rendormir. Et si vraiment vous ne vous rendormez pas, si vous avez une grosse insomnie, eh ben c'est pas grave. Il vaut mieux se lever et faire des choses, démarrer un peu la journée, quitte à se recoucher plus tard, parce qu'il faut pas rester des heures en train de tourner en rond dans son lit. Ça, c'est pas bon du tout. Merci Fanny. On va prendre une autre question de Sandrine qui nous dit fatigue et alimentation. Y a-t-il des aliments à privilégier et d'autres à limiter? Bonjour, Donc oui, tout à fait, super remarque. On a parlé un petit peu de l'activité physique adaptée. Il faut avoir une activité physique malgré la fatigue. Eh bien, pareil pour la nutrition. Évidemment, il y a quand même, même si ça fait pas tout, encore une fois, vous n'allez pas arrêter d'être fatigué parce que vous mangez plus de fruits frais. Je ne vais pas vous vendre du rêve, mais ça, plus ça, plus ça, plus ça, tous ces petits trucs et astuces, ils peuvent vraiment participer à diminuer la fatigue. Donc, quand vous êtes fatigué et que, a priori, il n'y a pas, que ça y est, vous avez traité toutes les causes qui peuvent être traitables, vous pouvez faire un point, même avec un diététicien, pour voir un peu les aliments qui peuvent être interdits, qui peuvent être dangereux, etc. Parce qu'il faut vraiment faire attention à avoir une alimentation bien riche en protéines pour bien rester musclé. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a même, vous savez, des boissons qui sont hyper protidiques, mais ça, il faut voir avec votre équipe médicale ou avec un diététicien. Il y a des boissons, il y a des compléments alimentaires qui vont vous aider à garder vos muscles musclés. Et puis, il peut y avoir aussi certains aliments qui, au contraire, peuvent être dangereux, certaines viandes, poissons crus, des fromages non pasteurisés, qui peuvent augmenter le risque d'infection bactérienne, surtout quand on est fatigué, on a déjà son système immunitaire un peu faiblard, et donc on peut se choper plus d'infections, et notamment avec certains aliments. Donc ça, c'est pareil, il faut faire le point, mais voilà, le poisson cru, la viande crue, c'est pas terrible. Ce qui peut donner les aliments un peu anti-fatigue, c'est les fruits frais, les légumes verts, mais les légumes à feuilles comme le chou, les épinards, la roquette, tous les grains comme le riz brun, le quinoa, l'avoine, le pain complet, tout ce qu'on appelle les légumineuses.
Les lentilles, les pois chiches sont très riches en protéines, très riches en fibres, très riches en fer. Les noix, les graines, amandes, noix de cajou, graines de tournesol, etc. Plein de nutriments, plein d'oméga 3. Donc ça peut donner un peu de... C'est un bon booster. Les poissons gras, donc cuits, thon, sardines, saumon, pareil, oméga 3, donc ça booste. Et puis les œufs qui sont connus pour être riches en protéines et donc qui stimulent aussi l'énergie. En tout cas, globalement, une alimentation saine, clairement, elle peut aider à réduire la fatigue sans devenir, enfin voilà, il ne faut pas non plus se priver de ce qu'on aimait avant, mais une alimentation saine aide à la fatigue et évidemment, l'alcool est à éviter si on ne veut pas être fatigué. Merci beaucoup, Fanny. On avait aussi reçu par mail la question de Madame H, donc je vous la lis. Suite à un cancer métastatique du sein, j'ai un traitement d'hormonothérapie et de la thérapie ciblée. La fatigue est présente depuis la prise du traitement. Le traitement fonctionne, il est donc poursuivi. J'aimerais savoir s'il existe une méthode, des astuces pour limiter cette fatigue chronique. Et puis elle complète en disant, j'ai adapté mon activité professionnelle. Est-ce que c'est le cas de d'autres patients et patientes et est-ce que les patientes et patients font du sport? Voilà. Alors, est-ce qu'on travaille, est-ce qu'on fait du sport quand on est sous traitement et qu'on a une fatigue chronique? D'accord. C'est une question assez vaste, alors je ne peux pas vraiment répondre, mais en tout cas, oui, selon bien sûr le cancer, le traitement, moi j'avais quand même pas mal de patients et de patientes qui continuent de travailler. C'est vraiment quelque chose de très personnel. Ça dépend de la fatigue chronique que l'on ressent, parce que vous l'avez sans doute vu, en plus, cette fatigue, elle vous prend un peu de court, quoi. C'est-à-dire que d'un seul coup, on est en forme, et puis d'un seul coup, ça va nous tomber sur le coin du nez, on se sent très fatigué, on ne sait même pas pourquoi. Donc, c'est vrai que du coup, de travailler, c'est pas évident. Donc, tout dépend du milieu professionnel dans lequel on est, tout dépend de la compréhension de notre employeur, tout dépend de est-ce qu'on peut adapter son travail, son poste de travail, est-ce qu'on peut faire du télétravail. Voilà, si on est sur un chantier et que d'un seul, on se ressent très fatigué, c'est peut-être pas idéal, alors que si on est à la maison devant l'ordinateur et qu'on est autorisé à pouvoir aller faire une sieste l'après-midi, c'est beaucoup plus simple. Donc, je pense que ça dépend du travail, mais il y a quand même pas mal de patients qui, avec cette fatigue chronique, en adaptant les horaires, par exemple en prenant un mi-temps thérapeutique, vous savez que ça existe, peuvent réussir à travailler. Quant au sport, je dirais pas sport, mais plutôt activité physique adaptée, c'est-à-dire, et ça c'est pareil, hein, vous pouvez demander conseil à des coachs qui sont spécialisés, ça va au-delà du sport. Porter ses courses, c'est une activité physique. Aller à pied chercher du pain, c'est une activité physique. Monter les escaliers, jardiner, tout ça, c'est au-delà du sport, ce sont des activités physiques et qu'il est vraiment, je le redis, conseillé de faire malgré la fatigue pour éviter la fonte musculaire. Après, sur les sports, je ne sais pas, du running, du tennis, etc., là, je pense que ça dépend vraiment de la maladie, des effets secondaires, ça, je ne saurais pas répondre. Sur les trucs et astuces que me demande la personne sur la fatigue chronique, bon, j'espère que vous êtes prêts à rester 8 heures avec moi, puisque là, j'en ai un peu trop sous le pied et je ne vais pas tout pouvoir vous raconter. Mais en tout cas, pour vous redire que c'est vraiment multifactoriel. Donc déjà, essayez de voir les causes psychologiques et les causes physiques. Ensuite, il y a toute une partie autour de la motivation, comme je vous le disais tout à l'heure. Se motiver malgré la fatigue, se fixer des objectifs malgré la fatigue, gérer son temps malgré la fatigue, se faire un planning, se faire un agenda de niveau d'énergie. Tout ça, c'est des trucs et astuces que je développe dans le programme fatigue et que je ne peux pas développer là, mais voilà, vraiment travailler sur sa motivation. Il faut travailler aussi sur ce qu'on appelle les pensées limitantes. Ça, je ne le fais pas parce que de toute façon, je ne suis pas capable. Je ne vais pas aller jusqu'à la pharmacie, je suis pas capable de le faire. Je ne vais pas reprendre le boulot, je m'en sens pas la force. Toutes ces pensées limitantes, en fait, elles vont amplifier la fatigue. Et donc, il faut essayer de trouver des solutions pour travailler sur ces pensées. Mais ça, c'est également un travail de longue haleine. Et puis après, il y a plein de petites choses pour composer avec la fatigue dans la vie de tous les jours. Évidemment, il faut en parler à ses proches, il faut se faire aider par ses proches, il faut
s'affirmer, c'est un bon moyen de s'affirmer quand on est fatigué parce que, hélas, on doit vraiment apprendre à dire non, je peux pas, à demander de l'aide, à communiquer sur les émotions. On peut tenir, il faut montrer votre agenda de niveau d'énergie à vos proches pour qu'ils comprennent. On peut tenir toutes les semaines, un petit conseil de famille si vous vivez pas seul pour leur dire où vous en êtes de votre fatigue et puis répartir les tâches des uns et des autres, etc. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent être mises en place. Mais je Merci m'arrête. beaucoup, Fanny. Je vais vous lire la question qui n'est pas vraiment une question d'une autre Isabelle qui participe ce soir, qui est plutôt un témoignage. Et puis ensuite, je te propose peut-être, Fanny, de nous parler dans les minutes qui restent du programme de thérapie brève, donc de thérapie cognitive comportementale, de la fatigue et du sommeil développé par Résilience grâce à tes talents. Alors, voici le témoignage d'Isabelle qui m'a beaucoup touchée. Bonsoir. Et si on prenait cette fatigue comme une alliée? C'est une nouvelle vie, une nouvelle bataille dans notre vie. On est encore en vie. Prendre le temps de faire les choses. Tranquille. Arrêter le temps. Ne plus courir après le temps comme on le faisait avant, c'est tout autre. Et c'est une chance de pouvoir être conscient que la simplicité est finalement très essentielle. La tête s'emportera beaucoup mieux et elle est notre première force. Bon, je crois que je vais je vais me faire virer et Isabelle va prendre ma place parce que c'est parfait, ça me paraît. Elle a totalement raison. De toute façon, dans cette maladie, évidemment, sans être dans du positivisme à outrance, il faut quand même essayer de tirer les fils de ce que ça peut nous apporter. De bien finalement malgré tout, et une des expériences positives qu'on peut en tirer, c'est qu'effectivement on a un peu l'herbe qui nous a été coupée sous le pied et on va moins vite, quoi. On ralentit le temps. Après, c'est vrai que c'est un état d'esprit. Ça peut quand même être aussi très frustrant d'être fatigué, de plus pouvoir faire les choses du quotidien qu'on faisait avant, etc. Mais voilà, il faut transformer cette frustration en une phase finalement de contemplation, d'observation. Si vous l'expliquez bien autour de vous, ce sera bien compris autour de vous. Et donc, c'est un peu finalement la base de la méditation, essayer de plus se mettre dans l'instant présent, de pas ressasser le passé, de pas se projeter dans le futur. Faut que je fasse ci, demain faut que j'aille à cet endroit. Juste vivre le moment présent, l'ici et le maintenant. Et ça aussi, d'ailleurs, elle a un très bon état d'esprit parce que finalement, d'adopter cet état d'esprit-là, sans s'en rendre compte, ça va nous diminuer aussi un peu notre sensation de fatigue. Merci beaucoup, Fanny. Alors, les programmes de thérapie cognitive comportementale sur la fatigue et le sommeil, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un programme que j'ai rédigé, qui est basé sur des études qui ont vraiment mis en avant que c'était validé et qu'on pouvait vraiment faire des choses pour améliorer, vous l'aurez compris, la fatigue et les troubles du sommeil. Ça dure 7 semaines et on a besoin justement de participants pour, de façon tout à fait gratuite, tester ce programme dans l'application qui devrait démarrer, je pense, au mois d'octobre, donc octobre, novembre, décembre, 7 semaines de personnes qui sont OK pour participer. Et donc, c'est un programme qui se construit sur les conseils dont on a parlé aujourd'hui, que ce soit la motivation, les pensées limitantes, les conseils sur les insomnies, comment s'organiser de façon pratique, etc. Vous avez à la fois des articles que j'ai rédigés et qui sont donc à lire, à la fois des podcasts de relaxation, de respiration en 4-7-8 par exemple, on en parlait tout à l'heure, de méditation pour faire la sieste, pour s'endormir le soir, pour retrouver son niveau d'énergie, et puis aussi des vidéos de moi-même pour parfois vous expliquer des choses en vidéo parce que c'est plus facile et plus léger qu'à l'écrit. Voilà, et en fait, vous êtes accompagné pendant 7 semaines, vous regardez tout ce contenu-là, et je pense vraiment que normalement, les symptômes de fatigue, avec tout ce que vous aurez appris pendant ces 7 semaines, eh bien, ils peuvent être diminués. Et donc, n'hésitez pas, je ne sais plus comment on a dit qu'on ferait, mais je pense nous faire un petit message en privé sur l'adresse mail d'Anne-Sophie. Je pense c'est ça, Sarah? Je ne sais plus comment on a dit. Non, c'est pas ça. Elle me dit, oh là là, non. Non, c'est pour sevrer en fait dans l'email de replay et d'enregistrement un lien pour se préinscrire.
Voilà, donc si vous voulez vous préinscrire un peu en avant-première, étant donné que le programme il ne sort qu'en octobre sur l'appli, n'hésitez pas. Et comme ça, j'espère vraiment que vous retrouverez un peu des conseils de ce dont on s'est parlé et que ce programme va vraiment améliorer vos symptômes. Voilà, j'ai tout dit ou j'ai oublié des trucs? Écoute, tu nous en as dit beaucoup ce soir. Moi, je voudrais chaleureusement vous remercier, chacun et chacune, d'avoir pris le temps pour vous et aux côtés de Résilience d'aborder ce sujet. On va vous envoyer tout de suite dans le Zoom un petit questionnaire de satisfaction. Si vous pouvez prendre 1 minute pour y répondre, ça nous permet d'améliorer le format de cet échange, de proposer des idées thématiques. Voilà, n'hésitez pas à nous dire franchement si vous avez passé un bon moment à nos côtés, s'il y a d'autres choses que vous voudriez voir émerger. C'est important pour nous. On a construit Résilience pour les patients et patientes grâce à votre voix. Donc, c'est vos retours qui nous permettent chaque jour de faire un pas de plus. Oui, merci vraiment de prendre le temps de voter. Et comme ça nous permet aussi de savoir un peu quelles sont les thématiques qui vous intéressent pour les prochains rendez-vous de résilience. Et non, ce que j'avais oublié de dire, c'est que si vous testez un petit peu là ce programme en avant-première, on sera vraiment très heureux ensuite. Vous serez les premiers testeurs et donc on sera heureux d'avoir vos feedbacks, vos retours, justement encore pour nous dire ce qu'il faut améliorer, ce qui est pas encore très compréhensible, etc. Comme le disait Céline, c'est vraiment de la co-construction avec les patients. Donc là, moi, j'ai écrit, ça va sortir dans l'appli, vous testez, et puis ensuite, vous faites vos retours de ce qui va pas, et on retravaille tout ça ensemble, quoi. Exactement. Le prochain rendez-vous de Résilience, il aura lieu fin septembre. C'est Anne-Sophie qui reprendra l'animation et donc nous aborderons le thème de l'image de soi. Un grand merci à toutes et tous d'avoir pris ce temps pour vous. À nos côtés, on vous souhaite, Fanny, Sarah et moi, une très belle fin d'été. Au revoir, bonne soirée à tous.